Et puis, alors moi, j'ai 10h59 sur mon PC. Je ne sais pas. Bon. Et nous allons donc débuter. Bonjour à tous. N'hésitez pas, donc à travers ce temps de webinaire donc, qui nous réunit de 11h à midi, à poser vos questions. Voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez à intervenir, faire vos remarques, préparer vos questions aussi pendant la présentation des intervenants, puisqu'effectivement, il est bien prévu que nous ayons un quart d'heure d'échange, donc de 11h45 à midi, pour que vous puissiez réagir, poser vos questions. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est aussi un temps d'interaction avec vous. Alors, je vais vous présenter donc, Prospective Industrie. Donc, bienvenue à tous donc, dans le cadre de ce webinaire Opportunité Marché réalisé par Prospective Industrie. Donc, autour de la thématique qui nous réunit ce matin liée au biomimétisme, donc l'innovation inspirée par le vivant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la dynamique Prospective Industrie, il y en a peut-être parmi vous. Donc, Prospective Industrie, donc Benoît Clouet ici présent et moi-même sommes en charge de Prospective Industrie en lien avec 5 régions en France. Donc, que sont la région historique, il y a 10 ans, plus de 10 ans maintenant, c'était en Pays de la Loire qu'est née cette initiative de prospective. Également donc, suivi par la suite, donc en 2015 par la Bretagne avec le réseau donc, CDIB et Bresfab. Également donc, les Hauts-de-France avec Cap Industrie. Et puis, depuis quelques années maintenant, également, nous avons rejoint les régions Nouvelle-Aquitaine et également Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, cette dynamique Prospective Industrie, en fait, il s'agit d'un outil à destination des dirigeants industriels de la mécanique et de la métallurgie, un outil de collecte et d'analyse où on va capter en fait les signaux faibles de façon à permettre aux dirigeants industriels de gagner le quart d'heure d'avance. Donc, on n'est pas sur une prospective long terme, mais vraiment capter les signaux à court et moyen terme pour vous permettre d'anticiper aussi, de capter les signaux annonciateurs de changement. Donc, pour ce faire, 2 fois par an, nous réalisons la collecte auprès de dirigeants industriels, donc des interviews réalisées avec des dirigeants industriels, mais également des interviews d'experts sur différents sujets. Donc, ensuite, on fait une synthèse et une analyse. Et donc, comme je l'indiquais, 2 fois par an dans les 5 régions que je vous ai citées auparavant, se déroulent des rencontres prospectives où là, on est bien dans une dynamique à travers une dynamique en fait par et pour les industriels. C'est-à-dire que nous allons présenter les signaux, mais qui sont complétés, alimentés avec les réactions et les apports des dirigeants industriels. Et puis également, et je vous inviterai à consulter si cela vous intéresse, donc nous publions 2 fois par an la revue Prospective Industrie, donc, qui est disponible notamment via notre site internet Prospective Industrie avec un S, ou également vous pourrez retrouver à travers la page LinkedIn tous ces éléments au niveau des signaux. Donc, dans ce cadre, on fait à la fois les rencontres prospectives et puis là, donc, des ateliers opportunités marché. Et il y a quelques années déjà, Benoît avait présenté un sujet sur biomimétisme qui avait interpellé les industriels. On s'est dit qu'il était intéressant justement de pouvoir vous offrir la possibilité de à nouveau vous représenter, de comprendre ce qu'est le biomimétisme, aussi surtout de comprendre les intérêts pour des industriels également, de se laisser inspirer par la nature dans le cadre de l'innovation et puis aussi de façon très pratico-pratique, comment est-ce que des entreprises peuvent se lancer aussi dans la mise en place de démarches liées au biomimétisme dans leur entreprise. Donc, nous avons justement la chance d'accueillir ce matin parmi nous donc, Adrien Sansardos, qui est ingénieur donc, matériaux et flux de la donnée au Cibios, et puis également Christelle Roger, qui est CEO donc, chez Niseco, un cabinet de conseil et de développement en développement et innovation, et qui accompagne également des entreprises dans les démarches de biomimétisme. Donc, merci à eux deux de leur présence. Et puis également, on a trouvé bon et on a eu la chance d'avoir ce matin avec nous Raphaël Masquelier, qui est directeur marketing et communication du groupe Festo.
qui va nous apporter également son témoignage très concret d'industriels qui mettent en place ce type de démarche donc, pour innover en s'inspirant du vivant. Donc, je vous laisse, Adrien, la main et Christelle également pour faire votre présentation. Merci à vous deux par avance. Merci Caroline. Donc, je sais pas, c'est Adrien, tu Oui, veux partager? il n'y Merci. a pas de problème. Normalement, vous devez commencer à voir quelque chose sur Oui, votre tout à fait. écran. Ça va être parfait. Donc, bonjour à Simplement. tous et merci. Donc, en effet, je suis présidente fondatrice du cabinet Miseco et j'interviens sur 2 théâtres d'opération. Donc, un premier qui est la structuration de la feuille de route nationale et gouvernementale du biomimétisme pour et avec le CBIOS. Et sur un versant plutôt industriel, c'est comment générer le réflexe biomimicry by design auprès des industriels. Donc, peut-être que la plupart de gens connaissent le biomimétisme, mais bon, on va peut-être commencer par le cadre sémantique. Donc, si tu veux bien, Adrien, pour passer sur cette première slide. Alors, le biomimétisme, en fait, c'est presque une pieuvre sémantique, hein, donc qui revêt à la fois un caractère philosophique, une approche scientifique, des méthodologies pluridisciplinaires, et qui, en fait, consiste à s'inspirer du vivant, des modèles biologiques, pour concevoir des technologies ou des organisations innovantes et de plus en plus durables. Alors, en fait, on bénéficie d'un cadre normatif avec une norme ISO, hein, l'ISO TC 266, qui est quand même assez orientée développement durable et conception, éco-conception et matériaux. Et on peut voir au travers de ce graphique inspiré du LCPI qu'on est un petit peu à la croisée des chemins et on va avoir notamment, pour certains qui connaissent, dans le biomimétisme, à la fois des méthodes et des moyens, avec de l'inspiration directe, par exemple le bio-usage, tout ce qui est biosourcé, la bioassistance, le biocontrôle, et puis on va avoir ensuite des concepts et des philosophies, donc ce qu'on peut apparenter à des mouvances impliquant un objectif ou par exemple une idéologie, qui véhicule un courant de pensée, notamment éthique, par rapport au développement durable. Et puis, on a le troisième pilier qui est plutôt le domaine d'application biologique, hein, donc comment des domaines d'activité technologique, donc tout ce qui va être biotech, biologie de synthèse, par exemple, qui peuvent aussi être apparentés au domaine du biomimétisme. Donc, c'est vrai qu'on a affaire à des sujets qui sont un peu différents. On entend parler d'éco-conception, nature-based solution, d'ingénierie écologique, de permaéconomie, d'écomimétisme. Donc, tous ces mots, à un moment, peuvent se retrouver dans le champ sémantique du biomimétisme. Peut-être un point important quand même, juste avant de... Mais tu peux rester sur cette slide, merci Adrien. En fait, deux caractéristiques importantes du biomimétisme, et ça c'est fondamental, c'est le caractère pluridisciplinaire. Donc c'est-à-dire que ça va faire travailler ou répondre à des enjeux de discipline, chimie, physique, sciences des matériaux, et interdisciplinaire, c'est-à-dire que ça va faire travailler des métiers ensemble. Donc, on a besoin de faire travailler des sciences de l'ingénieur, des biologistes, des designers, des auteurs de science-fiction ensemble. Donc, c'est vraiment une caractéristique très, très particulière. En France, pour aller très vite, hein, parce que comme ça, on a cette démarche un peu en entonnoir où on vous brosse un peu le tableau des enjeux globaux dans cette première partie, et puis ensuite on ira avec Adrien sur des pointages sectoriels, métiers et domaines de bio-inspiration, et puis ensuite Festo nous illustrera par le réel et la technologie, c'est des projets bio-inspirés. Ce qui est important de savoir par rapport à cette grande feuille de route nationale, c'est que aujourd'hui, le biomimétisme, c'est à peu près un capital intellectuel sans précédent et sans commune mesure avec le reste du monde. C'est qu'on bénéficie de 200 équipes de recherche qui sont réparties dans différents laboratoires, comme le CNRS, le CEA, l'ETI, bien évidemment le Muséum d'histoire naturelle. Donc, tout un tas, on a un potentiel intellectuel devant nous. Et aussi, point marquant, c'est que la France se situe dans une position très avantageuse
avantageux en termes de capacité à disposer de la biodiversité mondiale, donc c'est 50% notamment des mammifères marins, donc plus de 10% de la biodiversité mondiale, c'est plus de 6 des 36 points chauds de biodiversité en Outre-mer, c'est grâce notamment à la présence dans les territoires ultramarins. Et puis, c'est aussi le fait qu'on ait le deuxième potentiel, notamment en termes de présence maritime mondiale, et le premier espace sous-marin mondial, avec la prise en compte de la partie profondeur. Et côté intellectuel, ce qui est important aussi de constater, c'est qu'on est en France un des 3 pays à disposer d'une capacité de réserve en termes de modèles biologiques, avec le Muséum d'histoire naturelle qui détient à peu près de 70 millions de spécimens qui sont plus ou moins documentés, mais qui constituent cette réserve et cette capacité à pouvoir comprendre la biodiversité. Peut-être que je pense que tu peux passer sur le slide précédent. Alors moi, ça ne s'affiche pas. Je sais. Oui, bah c'est bon. Bon, voilà. Donc, Adrien pourra revenir sur le CBIOS, en effet, qui est un peu le catalyseur de cet écosystème national en France, avec tout un tas de start-up, de grands groupes, d'industriels, hein, quel que soit le secteur d'activité, des cabinets de conseil, des architectes, des designers. Donc, ils sont les différentes parties prenantes et de plus en plus des acteurs, notamment de la région. On a la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, le Nord, bien évidemment. Et on a aujourd'hui plus de 200 startups qui sont identifiées, qui interviennent régulièrement dans le champ du biomimétisme avec des technologies ad hoc et notamment des technologies de la deep tech. Et ça, c'est un point important. Je vais aller vite là-dessus. Tu peux continuer. Alors, sur la dynamique nationale, un point qui est important, c'est que le biomimétisme, alors, on ne l'a pas inventé maintenant, hein, donc c'est une approche scientifique qui existe déjà depuis Léonard de Vinci, mais il y a ce nouveau momentum qui est arrivé là depuis 2-3 ans, notamment avec les enjeux de transition écologique, et donc il commence à avoir une prise de conscience du potentiel du biomimétisme, de ce que ça peut représenter en termes de capacité et de souveraineté nationale, donc à répondre à des enjeux du triptyque, à la fois soutenabilité environnementale, biodiversité, régénération de la biodiversité, etc., soutenabilité économique et potentiel opérationnel, donc pour pouvoir répondre à des défis technologiques, et donc tout ce qui est lié en fait à la capacité aussi à créer de l'emploi, des startups, des PME, des technologies sur le territoire. Hein, donc aussi qui a cette capacité à pouvoir générer en fait de la revitalisation territoriale derrière ça. Alors le biomimétisme dans l'approche des politiques publiques, on ne le voit pas apparaître parce que c'est tellement transversal. Ce qui est transversal n'existe pas en France. Hein, il faut rester toujours dans des silos. Mais on va commencer à le voir apparaître de façon assez homéopathique dans certaines publications, déjà depuis 2007, hein, donc, où l'OPEX, l'Office parlementaire des choix scientifiques et d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, donc qui rassemble des députés et des sénateurs, en faisait le premier outil de la prochaine révolution industrielle. Donc déjà, on a plus de 12 ans. Et puis ensuite, on a un certain nombre de publications, notamment avec des rapports de Patricia Ricard dans le cadre du CESE 2012-2015. Et puis ensuite, on va avoir le mot biomimétisme rattaché dans les valises, on va dire, des sujets soit biotechnologie, soit biodiversité, soit agroécologie, dans un certain nombre de rapports, soit du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Écologie, etc. Mais ça ne va jamais apparaître en tant que tel. On a quand même franchi un pas en 2019 lorsque le CNRS a rédigé son contrat d'objectifs et de performance, et là qui a clairement inscrit le biomimétisme dans le potentiel d'innovation pluridisciplinaire, avec un besoin de fléchage de projets prioritaires sur le sujet. Et là, on vient d'avancer, donc encore d'un pas, donc c'est tout récent.
Donc avec, dans le cadre du PIA, Programme d'investissement d'avenir, donc la mise en place d'un projet d'équipement prioritaire de recherche, un PEPR, dédié au biomimétisme, et donc là qui est sous pilotage du CNRS. Donc ça, c'est un point important. Donc on arrive à retrouver en fait cette dynamique nationale qui commence à vraiment prendre un coup d'accélération. On va le voir aussi, les mots biomimétisme, plutôt biotech, ou des mots qui s'apparentent dans le rapport d'il y a 1 an et demi sur faire de la France une économie de rupture technologique. Donc là, c'est pareil, ça va arriver en filigrane. Et puis sinon, je vous invite donc à lire cette feuille de route nationale qu'on a rédigée avec le CEBIOS. Donc, c'est celui où vous voyez la pieuvre, qui est issu du rapport, un rapport que nous avons rédigé à l'issue d'une journée chez France Stratégie, donc un groupe de travail en 2019, donc qui permet justement de cadrer un certain nombre d'actions au niveau national pour pouvoir favoriser l'essor du biomimétisme en France. Donc ensuite, vous aurez, et on pourra vous le mettre en annexe, un certain nombre de publications qui sont faites avec le CEBIOS, et notamment en partenariat Miseco-CEBIOS. Donc le dernier rapport si ça peut intéresser un certain nombre de personnes, sur le biomimétisme et l'intelligence du vivant. Hein, donc comment dans le vivant on gère, on transporte, on stocke l'information, et donc comment ça peut permettre de concevoir, en s'inspirant de cette ingéniosité, des IA plus économes, par exemple en énergie. Et puis le petit dernier, donc moi j'ai publié il y a 2 jours sur biomimétisme et aéronautique, avec un focus armée de l'air et de l'espace, et notamment domaine et milieu aérien, donc avec une relecture scientifique du CEBIOS et une contribution académique de Supaéro, ISIAE et ECAS, hein, donc sur un certain nombre d'enjeux capacitaires dans le domaine aérien, avec donc des projections d'inspiration de modèles biologiques qui peuvent en fait aboutir sur des technologies opérationnelles. Et donc là, vous pouvez le consulter via un certain nombre de liens ou sur nos sites. On peut passer au slide suivant. Très très rapidement sur des chiffres clés. Alors le biomimétisme, voilà, c'est pas quelque chose qui est dans les laboratoires sur la paillasse des chercheurs. Hein, c'est quelque chose où il y a vraiment des mesures, essentiellement des mesures au niveau international, du potentiel de contribution économique du biomimétisme, notamment à la croissance en termes de chiffre d'affaires. Donc il y a des investissements étrangers qui sont faits au niveau des USA. On a le Wyss Institute qui met de l'argent régulièrement, plus de 500 millions de dollars, notamment depuis 2009. L'Allemagne, qui investit depuis 20 ans essentiellement sur les matériaux. La Suisse, hein, qui investit aussi sur tout un tas de pratiques bio-inspirées dans le domaine des matériaux. Donc, c'est sans commune mesure avec, à tout casser, les 900 kilos euros qui sont dépensés en France sur le sujet. Sachant quand même qu'en France, ce qui n'est pas évident, c'est que comme ce n'est pas tracé et que ça n'existe pas en tant que discipline, c'est pas évident d'en mesurer le potentiel, puisqu'on ne peut pas, ça n'existe pas aujourd'hui, et c'est pas identifié comme une pratique en tant que telle. Donc c'est la difficulté. Au niveau du potentiel économique par pays, en fait, ce qui est important, c'est que donc, les Américains ont pas mal travaillé, notamment au travers du Da Vinci Index, qui a été mis au point par le Fermanian Business Institute de l'Université de San Diego, qui a mesuré la contribution du biomimétisme au PIB, à la croissance du PIB aux États-Unis, avec une extrapolation au niveau mondial. Et on arrive à des chiffres qui sont, en 2015, ils les estimaient, que la croissance du PIB aux US pourrait augmenter de 425 billions de dollars sur un périmètre et une assiette de 123 à 123 milliards de dollars au niveau de l'état de mesure. Et en fait, on a plus que 2 millions de créations de jobs derrière ça. Donc, il y a
cette capacité en fait à pouvoir se dire ça va générer de l'emploi, ça va générer du chiffre, ça va générer des PME, des technologies, de la deep tech derrière. On a aussi le Institute BIS Research qui a aussi mesuré la contribution du biomimétisme, et vous avez ce chiffre de 18,50 milliards d'ici 2028. C'est pareil, qu'est-ce qu'on y met derrière? Est-ce qu'ils y mettent toutes les biotech, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident à mesurer. En France, nous n'avons jamais fait cet exercice et c'est quelque chose qu'on aimerait bien pouvoir faire parce que, pour en tout cas donner de la consistance et la pertinence par rapport à la discipline. Tu peux passer, voilà. Donc c'est pareil, la mesure du biomimétisme depuis plus de 10 ans, ça se mesure aussi par rapport à la contribution en termes de publication. Donc voilà, on a une démultiplication du nombre de brevets, plus 741%. Donc on voit qu'il y a cet engouement au niveau de la recherche, au niveau de l'innovation, et puis aussi, et Adrien en parlera, on va voir que ça intéresse de plus en plus les étudiants, les écoles au travers de ça. Et je te laisserai en dire un mot. On peut passer rapidement. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les applications, le biomimétisme, ça répond aujourd'hui à l'ensemble des enjeux de filière industrielle, que ça soit dans le domaine de l'énergie, que ça soit dans le domaine de l'eau, des déchets, que ça soit dans l'aéronautique, que ça soit dans le domaine naval, que ça soit dans le domaine de growth alimentaire, de cosmétique. On peut répondre à l'ensemble de ces enjeux. On peut trouver une réponse bio-inspirée, un modèle biologique qui va pouvoir répondre à un grand défi, quel que soit le secteur ou la filière industrielle. Un point peut-être par rapport il y a, on va dire, 4, 5, 6, 7 ans, c'est qu'on a passé en fait un cliquet d'évolution. C'est qu'aujourd'hui, la pression 3D, le 3D printing, la Fabad, par exemple, permettent aussi cette capacité d'accélération, ce qui n'était peut-être pas possible il y a à peu près 10 ans, et peut-être qui bloquait ou qui freinait l'émergence d'un certain nombre de projets bio-inspirés et de technologies bio-inspirées dans les secteurs industriels. Et on verra, Adrien vous en parlera aussi, du programme Biomig qui est porté par le CBIOS, qui vise à mettre en place une plateforme de matériaux et de caractérisation rapide des matériaux bio-inspirés, mutualisés pour l'ensemble des secteurs industriels, et que c'est cet outil-là, qui est un outil, une brique souveraine demain de technologie industrielle et française, va pouvoir justement faciliter cette accélération et surtout cette adoption dans l'industrie de cette génération de projets bio-inspirés. Et c'était peut-être quelque chose qui manquait à un moment dans la boîte à outils. On peut passer, je crois que c'est à toi, Adrien, parce que maintenant on va décliner justement les différents secteurs qui ont recours à des sous-domaines de la bio-inspiration, qui sont un peu les grands sous-domaines et les grandes briques qu'on peut utiliser partout. Donc je te laisse la main sur la slide. Merci. Écoute, je te remercie, Christelle, Caroline aussi, pour l'introduction. Donc moi, le jeu là, ça va être de reprendre exactement la slide que vient de vous montrer Christelle. Donc, de partir du principe qu'effectivement, avec le biomimétisme, on peut attaquer pas mal de domaines. Cette slide a vocation à vous dire pourquoi est-ce qu'on peut les attaquer. C'est parce que le vivant a des stratégies qui tombent tout à fait en parallèle des nôtres. Dans le domaine de l'énergie, il y a une capacité à récupérer de l'énergie solaire, il y a une capacité à séquestrer du CO2, donc des problématiques qui nous tracassent en ce moment. Et donc, mon jeu, ça va vraiment être d'essayer d'incarner ces solutions que le biomimétisme a apportées de façon ponctuelle dans des domaines. Donc, de vous donner des exemples. Et pour éviter d'y passer 240 siècles, j'ai pris un graphique que j'ai trouvé sur le site de la FIN. Et donc voilà, où il y avait la répartition de vos secteurs d'intérêt finalement. Et donc, mon jeu, ça va être d'essayer de compléter cette roue avec à peu près dans chaque créneau un exemple qui m'a semblé représentatif. Voilà. Et donc, j'espère que les exemples vous plairont. C'est certainement qu'à dessein. Je vous montre. Donc, quelques exemples. Le premier, finalement, ce serait dans le domaine de l'énergie. Donc, on pourrait partir d'une considération qui est assez morphologique, si je pars du côté biologie, qui est de dire que dans le vivant, on sait très bien convertir de l'énergie en mouvement.
Donc, c'est le cas de cette murène à gauche. Elle convertit son énergie, donc son ATP, éventuellement son sucre, ses protéines, pour fabriquer un mouvement. Et donc, à partir de l'énergie, elle fait le mouvement. Et en fait, ce que font certaines startups, alors là, j'ai cité Energy, c'est de dire qu'on pourrait faire exactement l'inverse, c'est-à-dire utiliser du mouvement pour créer de l'énergie. Et ça, c'est l'exemple de cette hydrolienne. Alors, il y a d'autres applications à cette conversion dont je vous parle. Il y a des prothèses cardiaques. Voilà, j'ai choisi celui-là. Et donc là, vous avez une hydrolienne souple, donc il y a peut-être un impact sur la biodiversité marine un peu inférieur. Donc à partir de cet enjeu-là, arriver à créer une hydrolienne qui fonctionne. Dans le domaine de l'énergie, là je vous ai parlé d'hydrolienne, on a aussi des éoliennes qui sont bio-inspirées. Donc, ils sont inspirés par le mouvement de groupe de certains poissons. Récemment, j'en ai vu une, si vous êtes dans ce coin-là, à l'entrée de Grenoble, je vous en avais une sur un bâtiment. Donc, c'est vraiment tout à fait différent des éoliennes qu'on peut connaître en temps normal. Vous n'hésitez pas, donc moi, je n'ai pas du tout accès au chat. S'il y avait des questions, de ne pas hésiter à les faire remonter, soit Christelle, soit Caroline, soit directement avec un micro, et on s'interrompra. Il n'y a aucun problème. Parmi les grands enjeux qui reviennent beaucoup dans nos études et dans nos missions d'accompagnement, c'est la question de l'adhésion. Comment faire coller, adhérer, accrocher un matériau à un autre, une pièce à une autre. Et donc là, c'est difficile d'être mono-application. Donc, je commence par vous dire que dans le vivant, des stratégies d'adhésion, il y en a plusieurs, tout à fait différentes. Donc, si je prends la patte du gecko, vous avez une stratégie qui est très physique, finalement, qui est beaucoup basée sur les interactions de Van der Waals, des effets à la fois ventouses, voilà, qu'on connaît assez bien. Si je prends la moule, là, pour le coup, on travaille avec des filaments, des cols qui résistent à des conditions salines. C'est aussi le cas du verre château de sable, juste à côté, qui crée vraiment des structures 3D en sable, mais modulables quand même, pour pouvoir sortir selon les marées, avec une colle qui là aussi est résistante. Et puis vous avez le lierre qui travaille avec de la pectine et des nanoparticules pour créer une colle qui a été étudiée il y a plusieurs siècles de ça, et dont on sait qu'elle est capable de porter plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois le poids de la liaison. Et donc, pour vous montrer que ce n'est pas seulement une histoire de scientifique, de physique ou de chimie, c'est les noms que j'ai mis juste en dessous, c'est quelques exemples de boîtes qui ont utilisé ces stratégies. Donc, vous avez Interface, Purebond, Titium, qui ont utilisé ces stratégies, s'en sont inspirés, ont compris quelque chose scientifiquement des créatures que vous voyez là, et ont développé des adhésifs qui ont plusieurs avantages, donc qui répondent à l'enjeu industriel et puis qui ont aussi en général une idée d'éco-conception qu'on ne peut pas négliger. Si tout va bien, je peux vous montrer un autre exemple. Donc là, finalement, je vous ai parlé de start-up jusqu'à présent, Energy, Interface, mais on pourrait parler de grands groupes aussi. Alors, par exemple, on peut parler du groupe Renault, et parmi les activités biomimétiques qu'ils sont capables de revendiquer, il y a ce partenariat qu'ils ont eu avec l'Université d'Evry, en collaboration avec Véronique Bila notamment, où en observant la façon dont les grands sportifs, en particulier, il me semble que c'était les marathoniens, géraient leur énergie au cours d'un effort lent ou intense, ont réussi à s'inspirer de ça pour travailler sur leurs algorithmes de voitures hybrides. Donc, parce que là aussi, le problème est similaire, c'est-à-dire dans une voiture, il y a moyen hybride, en tout cas, vous avez l'électricité et le thermique. Et la question de comment on gère cette ressource-là, comment est-ce qu'on la mobilise et à quel moment, finalement, en observant des créatures vivantes qui sont sous conditions d'effort, apparemment, il y a moyen de faire des choses intelligentes d'un point de vue algorithmique. Donc là, ce serait pour le domaine, si je reprends ma roue, ce serait le domaine de l'automobile, on complétera à la fin. Alors un exemple que j'aime beaucoup et dont on voit moins facilement les applications, mais qui existent pourtant, c'est le domaine de la chimie et de la physique de surface. Donc dans la nature, vous avez des propriétés de surface qui sont parfois formidables. Donc là, j'ai pris deux exemples, même trois, qui appartiennent à des règnes assez différents. Vous avez la plante Nepenthes et le lotus. Alors le lotus, l'effet lotus commence à devenir assez connu. Donc déjà, il a un effet déperlant, mouillabilité très faible. Avec cette mouillabilité très faible, il évite de se faire recouvrir de bactéries et puis il peut nettoyer sa surface.
une goutte d'eau nettoie sa surface et ça permet de maximiser la photosynthèse. La Nepenthes, elle a une surface qui est à la fois hydrophile et hydrophobe et lipophobe, donc elle arrive à repousser à peu près tout. C'est une plante carnivore, donc c'est très pratique. Quelle que soit la surface qui va tomber dessus, ça va finir digéré, c'est formidable. Le dernier exemple, qui est aussi assez élégant, c'est le Stenocara, c'est un petit scarabée du désert. Là aussi, et comme le lotus, il travaille avec de la nanostructuration de sa surface. Alors, les nanostructures ne sont pas du tout les mêmes d'ailleurs, hein. Et donc, à partir de ça, en se mettant face au vent du désert, donc l'angle aussi est un petit peu optimisé, il travaille par condensation et il récupère une goutte d'eau par jour. Et donc, ça lui fait sa ration d'eau chaque jour. Et donc, à partir de cette technologie-là, donc il y a eu plusieurs choses. Bon, déjà, on peut s'inspirer de ça pour faire un effet déperlant, tout simplement. Mais il y a aussi plusieurs innovations, dont je ne vous mets pas le nom là d'ailleurs, qui permettent de récupérer de l'eau en plus ou moins grande quantité. Si c'est un Stenocara Inspired portatif, c'est pour une personne. Si c'est une grande structure, c'est pour un village. Mais donc, vous avez de l'inspiration dans ces créatures qui sont nanostructurées pour avoir des effets de surface intéressants. Et vous pouvez résoudre une problématique d'eau ou de propreté des surfaces. Là, je voudrais me placer un peu plus dans le domaine du bâtiment. Et là, j'ai deux exemples à vous fournir. Le premier, c'est un domaine qui est assez à la mode, donc je suis obligé d'en parler, c'est les matériaux dits intelligents. Intelligents, ça veut dire juste qu'ils sont capables de récupérer des stimuli et d'agir en conséquence. Et donc là, typiquement, c'est l'exemple de la pomme de pin qui est assez connu, hein. C'est que selon les conditions d'hygrométrie, la pomme de pin s'ouvre ou se ferme. Pour elle, ça a un avantage reproductif. Et pour ce pavillon bio-inspiré par la pomme de pin, qui se trouve à Stuttgart, dans un laboratoire, je vous invite à aller voir la page, j'y suis allé avant cette conférence, et en fait, ils continuent à développer des idées comme ça, des pavillons bio-inspirés par de très très bonnes idées. Et en tout cas, ce pavillon-là, en l'occurrence, sans énergie, peut réguler sa température. C'est-à-dire que selon la température, les pores, entre guillemets, du bâtiment s'ouvrent ou se ferment, et ça permet de réguler l'aération et donc la température sans utiliser une clim. Donc là aussi, vous sentez, dans la distinction sémantique que faisait Christelle au départ, que souvent, quand même, c'est des exemples qui sont tournés vers une problématique de transition énergétique. Il y a souvent cette distinction qu'on ajoute avec la bio-inspiration pour faire ce type de projet. Je reste dans le bâtiment. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est le béton autocicatrisant. Donc là, ça s'est passé. Alors, je suis allé voir. En fait, là, à l'époque où j'ai fait cette slide, c'était uniquement un projet académique. C'est plus du tout le cas. Donc, c'est un béton autocicatrisant dans lequel on vient placer des capsules qui contiennent des spores de bactéries, donc qui sont dormantes en temps normal. Et en cas de fissure, les capsules viennent se rompre, les bactéries sont activées et donc elles sont co-encapsulées avec, il me semble que c'est du lactate de calcium. Donc, c'est-à-dire que quand tout ça est activé par de l'eau, la bactérie peut se réactiver, avoir à manger et créer du carbonate de calcium, donc combler les fissures. Et petit effet bonus, elle comble les fissures en faisant un petit peu de séquestration CO2. Et donc, vous avez un matériau qui est cicatrisant, alors que c'est un matériau dur, c'est le béton, hein, mais ce n'est pas du tout de la soft matter. En relisant, je voyais que les capsules de bactéries tenaient dans le temps, c'est-à-dire que sur l'échelle de plusieurs mois, plusieurs années, les capsules de bactéries peuvent se réactiver. Et donc, si vous refaites une fissure, votre système va à nouveau marcher et continuer son travail de séquestration. Donc là, c'était TU Delft, mais en fait, l'entreprise qui a découlé de ça, c'est Basilic. Alors, je ne prononce pas très bien, je me suis avant Basilix, mais c'est peut-être des lettres particulières. Alors, à l'inverse, là, pour le coup, c'est peut-être encore assez académique, mais c'est pour vous montrer qu'il y a tout le scope. Il y a les grands groupes, les startups, et puis vous avez aussi ce qui va émerger, c'est-à-dire ce qui sort des laboratoires académiques sur lesquels on a des papiers. Et là, vous avez un enjeu de procédé de fabrication, et c'est celui du verre. Donc, la stratégie classique, c'est de chauffer entre 800 et 1400 degrés. Hein. Et donc, finalement, si on observe des diatomées, donc c'est vraiment, diatomée, c'est presque un règne. Enfin, c'est vraiment une très grande classe d'espèces. Hein. Il y a beaucoup d'espèces quand je dis diatomée. Et elles ont un exosquelette, un squelette cellulaire qui est fabriqué en verre, donc en silice,
C'est ce que vous voyez à gauche. Vous avez aussi des éponges qui ont des squelettes comme ça, très intéressants, avec des structures qui sont très, très fines. Les poils que vous voyez qui ne sont pas des poils, hein, les structures que vous voyez sur la photo du milieu, on les voit à l'œil nu, mais ça reste extrêmement fin. Et donc, tout ça est réalisé dans des conditions très, très douces, comparé à ce que nous, on fait. Donc, on parle là, pression, peut-être 2 fois la pression ambiante, parce qu'on est sous la mer et qu'on est honnête, mais après, température ambiante, 10 et 20 degrés. Et donc, vous voyez que c'est des structures que nous, on aurait peut-être du mal à faire. La seule différence avec nous, c'est que peut-être fabriquer ce squelette-là prendrait prend plus de temps à la nature que s'il fallait le faire avec nos procédés classiques. Et donc ça, c'est le laboratoire de Jacques Livage, Clément Sanchez, et ça, c'est dans le centre de Paris. Je vous invite aussi à aller voir leur site, il y a de très belles choses à voir. Donc, parmi la roue, toujours, je voulais parler un petit peu de capteurs d'informatique. Donc là, un exemple qu'on peut donner, c'est les travaux de Jérôme Casas et de ses équipes à Tours. Donc, Jérôme Casas, il a étudié un certain nombre d'insectes qui avaient des stratégies pour capter de l'information mécanique, acoustique, visuelle. Et en fait, c'est des stratégies qui permettent de survivre, et donc c'est des stratégies qui sont très optimisées. Et à partir de ces études d'insectes et de la façon dont ils captaient de l'information, vous avez eu un certain nombre de projets bio-inspirés qui ont émergé, de start-up même, parmi lesquels, donc là c'est plutôt sur de l'information visuelle, vous avez Prophétie, où on crée des capteurs avec un minimum de temps de calcul, beaucoup d'efficacité, une limitation de la consommation de mémoire. Et là aussi, je vous invite à voir, c'est de très très beaux objets algorithmiques et en termes d'électronique aussi. Voilà, alors donc, si on reprend la roue, hein, globalement, donc vous voyez, j'ai essayé de combler BTP, énergie. Il y a peut-être 2 endroits où vous voyez des exemples que vous n'avez pas vus pendant la présentation, que j'ai enlevé volontairement pour ne pas faire catalogue. Je vous ai enlevé un exemple du morpho, qui est un papillon de l'Équateur qui a été étudié par notamment Serge Berthier à Jussieu. Et donc, à partir de ce truc, pourquoi je l'ai enlevé? Parce que finalement, ça ne fait que répéter un point que j'ai dit, c'est que General Electric, à partir des études qu'on avait fait sur ce morpho, qui est nanostructuré, qui a des couleurs non pigmentaires, donc sans pigment, elle arrive à faire cette magnifique couleur bleue, avait réussi à développer des capteurs de gaz. Donc, juste à partir d'un changement de gaz, on peut observer un changement de couleur sur des structures inspirées du morpho. Et puis, je vous ai enlevé aussi l'exemple auquel je tiens beaucoup côté chimie, parapharmacie, qui est l'exemple des travaux de Claude Grison, qui, à partir de plantes, arrive à, 1, dépolluer des sols, et 2, à monter un certain nombre, là aussi, de projets, de start-up pour commercialiser les catalyseurs contenant des métaux lourds et qui permettent de faire de la catalyse chimique à température ambiante et sans avoir à exploiter des ressources supplémentaires. Donc voilà, donc là, juste pour terminer cette phase d'exemple, peut-être une petite grille pour arriver à voir ce qui est de commun dans tous ces exemples. Hein. C'est peut-être côté fonction, le fait qu'on travaille des structures légères, qu'on n'hésite pas à nanostructurer les objets. Vous voyez, c'était le cas du sténocara, c'était le cas du morpho. Qu'on est capable de jouer sur la coloration, qu'on sait cicatriser, donc il y a une capacité de résilience, puisque c'est un mot à la mode. Qu'on a des réponses à des stimuli qui sont efficaces, donc à des dégradations, à des informations visuelles. Côté cycle de vie, donc on a vu, je ne sais pas si j'ai assez appuyé là-dessus, mais que toutes ces stratégies se font avec des atomes assez abondants dans le monde vivant, c'est-à-dire le monde vivant utilise carbone, azote, oxygène, et après en traces, sous forme de traces, on peut voir du cuivre, du fer, mais c'est en termes de quantité de matière, c'est bien en dessous. Donc c'est un modèle qu'on peut se garder en tête. Qui a une gestion du cycle de vie, et puis qu'il y a une côté enjeu, hein, on peut parler de sobriété énergétique. En termes de quantité de ressources, on fait à minima. Vous avez vu le squelette de l'éponge, c'était quand même conçu pour être une structure légère, mais très solide. Si un jour vous avez ça en main, vous verrez, c'est excessivement solide. Et puis donc aussi une capacité, sinon voulue, au moins par conséquence, de séquestration du CO2. Donc voilà, ça c'était pour la partie incarnation exemple. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec tout ça. Ce que je vous propose pour la fin, c'est de peut-être devenir encore plus concret et vous montrer comment est-ce que concrètement, donc là c'était des exemples de gens autour de nous, mais peut-être concrètement, comment est-ce qu'on peut intégrer
des démarches comme ça de biomimétisme dans un projet interne. Pour ça, alors juste je vous donne quelques axes sur lesquels on travaille avec le CBIOS, avec l'ISECO. C'est d'abord de développer des méthodologies, donc vraiment réfléchir à quelle est la meilleure façon de partir d'une idée ou d'un problème industriel pour arriver vers une solution, un prototype. C'est de disposer de bases de données. C'est-à-dire, une des façons de faire du biomimétisme, c'est de bien connaître le vivant, petit 1, et puis de pouvoir accéder et même un petit peu comprendre aussi le savoir qui est contenu dans les papiers de biologie, dans les bases de données des muséums. Donc, pour ça, on a besoin d'outils informatiques. Moi, c'est un peu ce qui occupe mes jours en ce moment. Et puis, donc, un certain nombre d'acteurs auxquels on peut faire appel aussi. Donc, là, c'est un peu le côté interdisciplinaire dont parlait Christelle. Avoir à la fois dans les acteurs des personnes qui ont la problématique métier, mais aussi peut-être des biologistes, avoir des designers pour aider à faire émerger les idées. Et donc, voilà, c'est un peu les 3 grands axes qu'on peut déterminer. Et la bonne nouvelle, c'est que, je vais essayer de passer la slide. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un certain nombre de thèses qui sont en cours pour réfléchir aux bonnes manières de faire ça. Alors, je vous en cite 3, mais il y en a eu d'autres, donc je vous donnerai quelques résultats juste après. En ce moment, on a la thèse d'Anneline Letard qui a étudié vraiment le processus. Quand on est tous autour de la table, comment ça se passe pour que le projet aboutisse au mieux, c'est-à-dire comment on fait pour partir de la problématique technique exprimée sans aucune biologie à une solution où là aussi il n'y a pas de biologie, mais entre les deux, arriver aussi à intégrer ce savoir biologique qui n'est pas présent forcément dans les équipes. Vous avez des thèses sur comment appliquer du biomimétisme à des projets d'architecture. Donc ça, c'est la thèse d'Estelle Cruz, qui a été soutenue il n'y a pas longtemps. Et vous avez aussi celle d'Eduardo Blanco, qui est à suivre dans les mois à venir. Parmi les résultats des thèses des années passées, il y en a un qui nous tient quand même à cœur, c'est peut-être celui de Pierre-Emmanuel Fayemi, qui est des arts et métiers, et qui nous a donné un cadre possible pour la méthodologie et pour faire cette transition de l'analyse du problème jusqu'à la solution. Il nous a fourni ce cadre en 8, que je ne vous détaille pas, mais globalement, ça passe par une phase d'abstraction des problèmes, donc arriver à passer d'un problème qui est purement technique à juste l'idée de ce problème pour pouvoir aller interroger de la biologie. C'est ce que Marc-Henri va essayer de montrer sur le 4 et le 5. Donc, arriver à trouver des animaux, des bactéries, à essayer d'aller bien visiter tout le monde vivant pour voir s'il y a eu des solutions à ce problème abstrait dans le monde vivant. Donc, c'est là où on a besoin de quelqu'un qui peut lire des publications. Et puis, à partir de ces stratégies biologiques, arriver à revenir dans le monde technique, dans notre monde à nous, pour résoudre un problème. Ça, c'était peut-être le résultat que je suis obligé de ressortir à chaque nouvelle mission d'accompagnement, parce que c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on se place, qui est un cadre possible, mais qui aide beaucoup à faire émerger les projets. Donc, si je reprends ce 8, vous avez des grandes étapes que je vous ai lues. C'est une étude d'opportunité, l'abstraction du problème, l'analyse et l'exploration du vivant, créer un concept et arriver au prototype. Et vous voyez que là-dedans, il y a un certain nombre de verrous, que là non plus, je ne vous lis pas. Mais dans toutes ces étapes, il peut y avoir une limitation. Donc, accéder et comprendre la donnée biologique, ça, c'est ce que je vous ai cité. Mais même arriver à porter l'idée jusqu'au bout, c'est-à-dire à arriver jusqu'à une idée bio-inspirée et arriver à l'incarner, à en faire un prototype. Là aussi, vous avez un certain nombre de limites. Et je ne vous ai pas toutes dites, c'est-à-dire que la donnée biologique, elle est parcellaire, c'est-à-dire que vous avez des espèces qui ont été moins caractérisées que d'autres, ou seulement selon un angle. Et donc, voilà, ça c'est le tableau à l'heure actuelle. Et je vais vous donner, il me reste 4 slides. Ouais, je vais vous donner quelques... Pour laisser la parole ensuite à Raphaël, effectivement. Oui, il est 44, c'est pour ça que je vais accélérer. Oui, et laisser une petite temps de question également. Merci, Adrien. Merci beaucoup, désolé. Première piste, c'est peut-être intégrer du savoir biologique dans les équipes. Il y a 2 façons pour faire ça. Là, je cite la thèse de Elliot Greff, qui a été soutenue l'an dernier. C'est aller discuter avec des chercheurs, aller discuter avec des experts biologistes, ou intégrer une compétence biologique dans l'équipe. C'est le profil de biomiméticienne auquel il a essayé de décrire dans sa thèse. L'autre façon de faire, c'est de faire appel au CBIOS ou à d'autres pour faire une mission qu'on dit d'accompagnement, c'est-à-dire faire venir de la culture biologique dans les équipes
prendre de l'aide pour faire, par exemple, cette structure en 8 et émerger sur des projets. Et l'une des solutions qui est en train d'émerger là aussi maintenant, c'est ce dont parlait Christelle tout à l'heure, c'est ce projet Biomig qui nous occupe maintenant depuis plus de 6 mois. Donc, c'est un grand programme financé par la Banque pour l'investissement, programme sur 4 à 5 ans, dans lequel on va avoir 4 grands chantiers que je vais essayer de décrire juste après. C'est des chantiers qu'on va faire en consortium. Donc, c'est un consortium qui est animé par le Muséum d'histoire naturelle, Eura Materials et plein d'autres. Et donc, il y aura 2 grands chantiers. C'est déjà d'avoir du savoir biologique à disposition. Donc, pour ça, avoir un outil numérique qui nous permet de consulter ce qui est déjà existant, d'aller lire des publications, de visiter les bases de données de nos partenaires qui ont déjà caractérisé des modèles biologiques. C'est d'avoir une plateforme de caractérisation. C'est-à-dire que si on a un projet industriel qui arrive et qui demande à mieux connaître la surface du sténocara de tout à l'heure, hein, du scarabée, pouvoir dire très bien, on peut faire une petite étude de prospection, regarder comment c'est structuré, comparer avec d'autres espèces. Et puis avoir aussi cette façon d'accompagner les projets à la fois en amont, avoir des outils de formation en biomimétisme, des outils d'aide à l'abstraction d'un problème technique pour arriver vers une question adressable par le biomimétisme, et avoir une plateforme de prototypage pour faire émerger cette phase d'incarnation des projets dont je parlais tout à l'heure. Et avec ça, donc j'espère que je n'ai pas trop exposé le timing, mais par défaut, je m'en excuse et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Adrien et Christelle pour ce partage. Pour compléter, nous allons donc donner la parole donc, à Raphaël Masquelier de chez Festo au niveau de son témoignage. Et puis, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et autres, on prendra un temps juste après le témoignage de Raphaël pour y répondre. Oui, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Christelle et Adrien pour cette présentation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est Oui, bon? très bien, il n'y a pas de souci. Super. Donc, je suis Raphaël Masquelier, directeur marketing et communication pour Festo en France. Et là, je vais vous apporter un témoignage concret d'un industriel qui, depuis plus de 15 ans, pratiquement 20 ans, s'inspire du biomimétisme pour ses applicatifs. Alors, moi, je ne suis pas du tout je ne suis pas un expert, hein, contrairement à Christelle et Adrien. Mon seul mérite est de faire partie de la société Festo et de pouvoir vous apporter ce témoignage. Alors, premier point, bon, je souhaitais effectivement remercier Benoît et Caroline et la FIM, mais aussi remercier l'Artema, qui est le syndicat auquel nous adhérons, syndicat professionnel de la mécatronique, et je reviendrai sur ce point. Alors, juste quelques définitions très rapides. La bionique, donc Christelle et Adrien nous en ont parlé. La mécatronique, c'est la combinaison de la partie mécanique, mais aussi de la partie électronique. Il y a beaucoup d'électronique embarquée dans nos composants, de l'automatique et de l'informatique industrielle en temps réel. Et donc, il y a ce terme de biomécatronique qui va combiner la bionique et la mécatronique, ce que je vais vous présenter ici. Alors, pourquoi la société Festo s'intéresse-t-elle à la bionique? Eh bien, notre métier, c'est de proposer des solutions de mouvement industriel automatisé, simples et répétitifs. Or, ce domaine est un domaine, je dirais, relativement mature depuis les années 80, grosso modo. Il y a des innovations incrémentales, bien sûr, hein, le monde change, mais il n'y a pas de grande révolution. Et nous allons nous inspirer du vivant et notamment du monde animal pour trouver des sources d'innovation, d'inspiration. Alors, qui est Festo? Un petit point, nous sommes une société familiale. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que les actionnaires sont une famille, donc d'origine allemande, et nous n'avons pas la pression de rendre des résultats des actionnaires boursiers, ce qui fait qu'on est la famille a donc une vision à moyen terme de développement. Ce qui compte, c'est la pérennité de la société, continuer à être leader technologique et donc innover. Et ça peut expliquer aussi pourquoi on investit du temps et de l'énergie dans cette recherche de biomimétisme qui ne donne pas toujours des résultats.
Et parfois, ça marche ne marche pas, mais on peut se le permettre néanmoins. Alors, juste une slide pour que vous puissiez nous situer. On est très présent donc, au niveau de la partie opérative, au contact de la pièce à manipuler, à saisir, etc. Au niveau des actionneurs avec différentes technologies, au niveau du contrôle commande, au-dessus, tout ce qui est communication entre les composants ou entre les machines, et puis on remonte jusqu'au cloud et l'intelligence artificielle, où là aussi on a certaines recherches qui se font au niveau du biomimétisme. Mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. Je vais commencer par la partie préhension. Alors, un exemple, la Raimanta. Voilà, ce poisson donc, a une manière de se mouvoir qui est très particulière, que nous avons étudiée. Et on peut reproduire ces nageoires par cet assemblage, je dirais, d'entretoises, donc qui est produit en impression 3D, et qui est un peu particulier en ce sens que quand j'appuie dessus vers la gauche, eh bien l'extrémité va plutôt avoir tendance à se rabattre vers la droite. Et donc, c'est un petit peu surprenant, mais c'est dû au mécanisme d'entretoise. Et ça nous intéresse parce que ça nous permet de faire des préhenseurs qui vont en quelque sorte enrober le produit et donc de manière douce et sans l'abîmer, le tenir de manière sûre parce qu'on l'enrobe, contrairement à une pince classique. Donc là, quelques exemples, voilà, notamment dans l'agroalimentaire, dans des produits, fruits, saucissons, etc., qui ont toujours des formes un peu différentes d'une fois sur l'autre. Donc, on propose soit la pince complète, soit uniquement les doigts en différentes matières. Et ces doigts peuvent être montés sur des préhenseurs, voilà, des pinces, je dirais, classiques. Alors, le Flex Shape Gripper, là, c'est un exemple qui a été développé un petit peu plus récemment. Nous sommes basés sur la langue du caméléon. Alors, vous voyez le Flex Shape Gripper mis au bout d'un bras de robot. Son gros intérêt, c'est que c'est sa forme qui va se déformer, qui va se contracter sur elle-même et qui va assurer de l'appréhension, tout comme la langue du caméléon va adopter la forme de l'insecte pour voilà, ramener l'insecte au niveau de la bouche du caméléon. Là, cette paire de lunettes est assez délicate à prendre. Sa forme est complexe, il ne faut pas l'abîmer. Ce n'est pas un problème dans notre cas. Ça peut aussi prendre des objets, je dirais, en vrac et plusieurs objets sans difficulté. Aussi un intérêt dans le domaine de la cobotique, donc collaboration homme-robot. Souvent, le préhenseur peut être source de danger. Là, le préhenseur se rétracte sur lui-même. Et donc, si votre doigt est pris par ce préhenseur, bien, ça sera très facile pour vous de vous dégager. Il n'y aura pas de danger. Et on voit que des choses un peu complexes comme cette anse de tasses ou des objets plats, même d'un certain poids comme ce smartphone, peuvent être pris par ce préhenseur sans qu'il y ait de nouveaux réglages. Donc ça, c'est très intéressant. Et quelle que soit l'orientation de l'objet et quelle que soit sa forme, même pour des formes très complexes, là, c'est ce petit câble ou ce stylo, bon, selon son orientation, etc., ça sera plus ou moins complexe à prendre. On ne va pas avoir des difficultés. Donc, c'est utilisé par les industriels qui font des kits. Alors, c'est quoi un kit? Bien, dans un sac, dans une pochette plastique, vous allez mettre 2-3 pièces en plastique, vous allez mettre des boulons, peut-être des joints, une notice, etc., pour faire un pack de pièces pour du SAV, par exemple, ou si vous voulez assembler des plateaux repas avec la sucrète, voilà, les couverts dans un sachet plastique et voilà, plein de petits composants, vous allez pouvoir les assembler sur le plateau, tels que les plateaux que l'on trouve voilà, dans les avions, par exemple. Nous avions aussi une autre difficulté, c'est l'appréhension de surface plane sans laisser de traces. Et là, donc, comme le disait Adrien, nous sommes basés sur le GECO et les forces de Van der Waals, tout simplement pour générer des préhenseurs comme celui-là. Et donc, votre smartphone ou certains écrans plats ont très certainement été en contact avec ce type de préhenseurs qui vont prendre l'objet sans laisser aucune trace, contrairement à des systèmes de ventouses, etc. Donc ça, c'était la partie, je dirais, préhension. Alors, on a beaucoup d'autres exemples, mais ceux-là sont des exemples qui ont eu une réalité industrielle. Et si je parle de l'actionnement,
Je vais surtout me focaliser sur un projet qui est le muscle pneumatique. Alors, c'est quoi le muscle pneumatique? C'est une matière synthétique, une forme de tube qui est creux. D'un côté, il est bouché, de l'autre côté, quand on va envoyer de l'air comprimé, ce muscle pneumatique va se rétracter, exactement comme un biceps, et va augmenter de diamètre en se rétractant. Et je dirais que ce muscle pneumatique, c'est lui qui a eu le plus fort succès et qui, comme il a été lancé il y a plus de 15 ans, c'est lui qui a peut-être validé cette démarche de biomimétisme chez Festo et qui a enclenché le reste des projets ensuite. Alors, plein d'exemples, voilà, de tension, de courroie, de mise en forme de pièces, parce que l'effort de traction peut être très important. Ça, c'est pour l'aéronautique, emboutissage de jantes de voiture, des tests de fatigue aussi. Et son gros avantage, c'est que comme il n'a pas une tige de vérin qui va rentrer et sortir, c'est le corps qui se déforme en augmentant son diamètre et en se rétractant. Il est insensible aux conditions externes et donc il peut travailler dans l'eau, dans la vase, dans la poussière, dans la boue. Et là, par exemple, dans cet exemple dans une carrière, il est à peine reconnaissable tellement il est couvert de poussière et il n'en souffrira pas. Alors, j'aurais pu développer encore plus d'exemples, mais c'était juste des choses significatives. Notre approche, elle est double. Hein, comme le disait Christelle, il y a le côté solution-based ou le côté problem-based. Eh bien, nous, c'est la même chose. Soit nous avons des problématiques bien identifiées dans l'industrie, nous allons chercher dans la nature des solutions. Soit aussi, parfois, il y a des solutions, des scientifiques qui viennent nous voir en disant, ben, voilà, où on sait, on découvre par un moyen ou par un autre qu'il existe tel phénomène dans la nature, et on se dit que ça doit être intéressant, et on va chercher à quelle problématique industrielle cette solution peut répondre. Alors, c'est tellement ancré dans notre ADN à présent que nous proposons même des mallettes pédagogiques pour les jeunes, donc voilà, école, lycée, pour qu'ils découvrent eux-mêmes qu'est-ce que la bionique, la biomécatronique, et qu'ils puissent appliquer eux-mêmes ceci. Voilà, et donc on ne travaille pas tout seul. Bien sûr, on travaille avec tout un réseau d'universités, de scientifiques, ce qu'on appelle le Bionic Learning Network, et notamment des universités françaises comme Polytech à Lille. Et ce qui explique que, mine de rien, l'équipe chez Festo est quand même relativement réduite de manière surprenante, mais simplement, ils ont un gros travail de coordination entre tout un réseau, je dirais, de recherche autour de la bionique. Voilà, j'ai essayé d'être assez succinct. Vous avez mon adresse mail si jamais vous avez des questions, ou via Caroline, j'imagine. Ça fera un plaisir de transmettre. Merci beaucoup à vous trois pour ces interventions. Je propose à ceux qui auraient encore un petit peu de temps, n'hésitez pas à poser vos questions. Fabienne, peut-être, du coup, vous êtes exprimée sur la discussion, notamment par rapport à l'application du biomimétisme concernant le secteur tertiaire et la distribution. Est-ce que vous souhaitez poser une question, réagir peut-être par rapport à ce que vous avez vu? Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, oui, Fabienne. Je vous laisse peut-être vous présenter aussi. Je vous laisse rapidement vous présenter pour nos intervenants. Donc, Fabienne Derain, gérante de la société EasyTech. On est distributeur de solutions ergonomiques d'aménagement de poste. Une partie, on va dire, sur tous les aménagements de poste plutôt tertiaires, administratifs, avec des sièges ergonomiques et les accessoires autour de ce poste-là, où 80% de notre activité aujourd'hui est sur des aménagements de poste pour des personnes présentant un handicap. Et l'autre partie où ce sont des aménagements de poste sur de l'aide à la manutention de charge. Et quand je dis aide à la manutention de charge, on est quand même plutôt sur
voilà, on ne vend pas de chariot élévateur, par exemple, ou de choses comme ça, mais on vend du chariot manipulateur de fût, manipulateur de bac, des tables élévatrices pour mettre à niveau, et puis on va maintenant jusqu'à l'exosquelette. On y va petit à petit parce que pour moi, avec l'exosquelette, on adapte plutôt l'homme au travail, alors que normalement, c'est quand même le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a des situations où c'est quasi pas faisable ou économiquement difficile ou voire avoir sur des investissements à long terme, et qui fait que l'exosquelette vient pallier, en tout cas pour un certain temps, le temps de pouvoir prévoir autre chose. Et donc, je ne suis pas fabricant. Pour l'instant, je n'ai pas vocation à le devenir. Parce que justement, un de mes arguments, c'est de pouvoir aller chercher et d'avoir des partenariats avec divers fabricants sur divers équipements, qui me permet d'aller chercher l'équipement et la solution qui convient réellement à la situation qui m'est présentée, et pas essayer d'adapter ou de vendre l'équipement que je fabriquerai finalement, en se disant que c'est de l'à peu près et que ça ira bien. Et donc voilà, ce que je disais en commentaire, c'est que j'ai du mal à appréhender cette manière de réfléchir dans mon domaine, où je travaille aussi bien avec de l'industrie que du tertiaire, principalement, même si on intervient aussi dans le domaine de la santé, par exemple, ou dans le domaine de la grande distribution aussi. Je distribue, je fais de l'adaptation. Si je reviens par exemple au chariot manipulateur, très régulièrement, les pinces de prise ou les accessoires de préhension, on va les concevoir et les adapter sur des chariots existants que je vais acheter chez des fabricants. Mais hormis cette partie-là de conception, je fabrique pas, et donc du coup j'ai du mal à appréhender comment ce mode comment dirais-je, d'étude peut s'appliquer à mon activité, en fait, tout simplement. Alors, est-ce que ça... Oui, Adrien ou Christelle ou Raphaël, si vous souhaitez répondre à Fabienne, n'hésitez pas. Je peux commencer, mais j'ai l'impression que Festo a déjà pas mal répondu justement en technologie ou en biorobotique, bioinspirée. Et puis je laisserai Adrien compléter. Mais déjà, dans le domaine de la manutention et de tout ce qui permet d'alléger la charge du manipulateur, par exemple sur de la logistique et du stockage, il y a déjà des technos qui existent. On a Push4M, alors on pourra remettre le lien, qui s'inspire du muscle humain, justement pour pouvoir permettre d'alléger la charge sur des actes de manutention. Donc, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des technologies. Après, en fait, je ne sais pas si votre question ça relevait plutôt de comment on fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez par exemple une adaptation d'un produit que vous prenez sur étagère, et comment vous pouvez compléter ce produit, l'enrichir, l'augmenter par exemple des capteurs bio-inspirés pour répondre à une problématique cliente chez vous, commerciale ou opérationnelle. Et c'était peut-être ça de votre question. Et par exemple, je crois que vous avez posé une question sur les aspects logistiques. On a dans les réponses bio-inspirées tout ce qui relève des capteurs, des senseurs. On peut, par exemple, aider des convois logistiques, bien sûr, en s'inspirant, par exemple, de la façon de se déplacer de la fourmi du désert, qui est la fourmi catharsis, à partir des travaux de recherche qui sont faits par le laboratoire ISM, Institut des sciences du mouvement de l'Université de Marseille, au CNRS. Donc, Stéphane
Stéphane Violet, donc, qui a étudié cette fourmi. Et par exemple, un des sujets de projection, moi que je suis en train d'étudier pour le ministère des Armées, c'est comment, pour l'armée de terre, accompagner des convois logistiques et de mettre en place des capteurs qui s'inspirent de cette fourmi. Et donc, c'est des capteurs qui permettent de se déplacer sans GPS. Et ça peut aussi aider les forces spéciales ou des choses comme ça. Donc, le sujet, il s'adapte aussi bien sur des sujets d'infrastructure, de convois, de logistique, que des produits ou de la robotique. Et j'ai l'impression qu'en fait, Festo répondait à vos... Alors, j'ai mal compris la question. Oui, non, parce que, en gros, moi, mon métier, c'est d'aller chercher justement des solutions existantes. Donc, oui, mes fabricants peuvent s'inspirer de tout ça, et moi, je vais aller chercher ces solutions-là auprès du fabricant. Mais là, moi, je ne fais rien, hormis d'aller chercher le fabricant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma question était vraiment dans mon domaine à moi, mon activité telle que je la réalise aujourd'hui, comment je peux la transformer, on va dire. Enfin voilà, c'est là où j'ai un petit peu de mal. Quand on est fabricant, je comprends qu'on puisse aller chercher ces techniques-là. Au niveau tertiaire ou distribution, si on m'associe à de la distribution, mais je suis pas je m'associe pas à de la grande distribution au grand public. Mais voilà, mon métier, c'est de comprendre le besoin du client et d'aller chercher au sein du panel de fabricants que j'ai, ou d'aller chercher, bien entendu, très régulièrement, et surtout en ce moment, parce que ça bouge beaucoup, on va chercher de nouveaux fabricants avec qui on peut travailler pour pouvoir proposer. Alors, j'associe, oui, j'ai plutôt une activité de service, on va dire, même si je vends. Voilà, j'ai plus une activité de service dans le cadre que j'étudie la problématique du client, et je vais aller chercher les équipements ou les différents équipements qui pourront répondre à cette solution, en passant aussi par de la réorganisation éventuelle. Oui, alors ça, en effet, si votre business model d'origine n'est pas de l'industrie, de la fabrication de produits, c'est clair que tout ce qui est noyau cœur de métier, ça va être fait par le fabricant. En revanche, si vous êtes sur serviciel, je crois qu'il y a quelqu'un qui vous répondait tout à l'heure justement sur les algorithmes inspirés des fourmis, vous pouvez toujours mettre une couche supplémentaire par rapport à une intégration où vous êtes en fait ensemblier des technologies, et de se dire vous pouvez mettre une couche logicielle servicielle qui va permettre qu'elle soit bio-inspirée ou pas, mais en effet en fonction de votre besoin client, qui peut être bio-inspirée au niveau d'une algorithmie, et ça c'est à étudier. En effet, ça, si c'est votre business model, c'est pas de développer de la techno, de la rendre maturation, parce que c'est un vrai métier. C'est clair que vous ne pouvez être que sur les couches servicielles. Et la bio-inspiration, sur la partie service, répond aujourd'hui sur les aspects algorithmiques, TIC, donc technologie de l'information et de la communication, sur tout ce qui est gestion et transport et stockage, notamment à des visées de sobriété énergétique, ou de raccourcissement opérationnel, de traitement. Donc tout ça, après, ça s'étudie comme un besoin d'intégration de service. Donc c'est pas différent d'autres domaines métiers. Mais peut-être qu'elle peut compléter. Non, en fait, je voulais presque vous remercier pour la question, parce qu'en fait, ça met le doigt. Non, mais ça met le doigt sur une faiblesse de ma présentation. C'est-à-dire que dans tous mes exemples, c'est vrai que souvent, l'innovation bio-inspirée est un objet que quelqu'un a créé. Et donc, ça a un bon côté, c'est que c'est très visuel, et qu'en général, l'espèce biologique résonne avec l'innovation. Et en fait, c'est très biaisé comme façon de présenter la chose. C'est-à-dire que c'est visuel, mais pas tout à fait représentatif de la réalité. C'est-à-dire que parmi les projets qu'on traite en accompagnement au CBIOS, beaucoup de gens sont dans votre cas. C'est-à-dire que ce soit dans la cosmétique, le spatial, les gens à qui on parle, ce n'est pas les fournisseurs. Souvent, c'est les gens qui assemblent des choses qu'on leur fournit. C'est même en amont de ça, des fois, c'est des gens qui réfléchissent à la solution qu'il va falloir assembler.
Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup plus difficile de communiquer dessus. Mais il y a clairement des solutions qu'on trouve dans la nature pour ces problématiques-là qui sont loin de la production d'objets. Et donc, vraiment, je reçois alors, je le reçois comme une critique que je vais améliorer la prochaine fois. Mais donc, réponse rassurante. Positive, vraiment Voilà. critique positive. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de Oui, voilà. s'identifier, on va dire. Et il y a un autre point, c'est que quand on fait une mission avec quelqu'un qui réfléchit à qu'est-ce qu'on va concevoir ou à qu'est-ce qu'on va monter comme petits produits ensemble, comme molécules chimiques ensemble, on rentre dans un domaine de propriété intellectuelle qui est très amont et donc très sensible. Et donc, c'est beaucoup plus dur de communiquer dessus. Et en pratique, c'est très rare qu'on ait l'autorisation de communiquer sur ces projets-là. Et c'est aussi pour ça que dans l'Internet, je pense qu'on en trouvera un peu moins. Là, je vous ai parlé d'Antoptima, ça y est, j'ai retrouvé la boîte, euh, où vraiment, bon, c'était pour le coup, l'exemple que je vous ai donné, il me semble que c'était une start-up à l'époque, donc ils ont communiqué sur ce qu'ils avaient fait avec un grand groupe de supermarchés, mais ce n'est pas la majorité. Je pense qu'au contraire, les supermarchés ont envie de garder l'algorithme qui leur a permis d'optimiser pour eux. Et voilà, en pratique, voilà, il y a tous ces points-là, donc merci beaucoup. Vraiment. Et peut-être pour compléter, Adrien, justement sur ce point-là, en effet, bon, là on démarre par exemple un atelier d'idéation avec un gros opérateur infrastructure du domaine de l'énergie aux déchets, etc. Et en fait, dans les défis qui sont donnés, on leur a donné carte blanche, hein, c'est-à-dire il y a des sujets qui sont vraiment cœur de métier, processus, ou clairement identifiés, où c'est facile d'aller tout de suite dans le modèle biologique, et puis il y a des choses qui sont un peu plus conceptuelles, où c'est voilà, comment, qui peuvent plutôt s'apparenter à du comportemental, du cognitif, etc. Donc en fait, dans le biomimétisme, par rapport à un défi, on n'exclut rien, en fait, y compris les sujets organisationnels, hein, il faut toujours faire un petit peu attention sur les aspects organisation, mais on n'exclut rien a priori, et ensuite on a des méthodes justement en entonnoir qui permettent de traiter les différents sujets, les différents défis. Donc, en fait, je sais pas, Adrien dira, hein, tous les sujets aujourd'hui, il arrive n'importe quel type de question, quand il y a des ateliers, n'importe quel type de questions qui sont ouvertes. Après, on passe ça au tamis d'une grille d'éligibilité par rapport à des grands cadres industriels, le potentiel économique, le potentiel développement durable, etc., pour pouvoir affiner et atterrir sur une sélection de cas. Mais c'est déjà le cas. Très bien. Okay. Merci pour vos réponses et merci à Fabienne pour la question. Raphaël, peut-être soit compléter, il y avait une question aussi qui avait été évoqué pour vous dans la partie discussion, si vous avez un tout petit peu de temps, parce qu'effectivement, on dépasse le timing imparti, donc n'hésitez pas à dire hein, si vous avez des impératifs par la suite, mais voilà, c'était pour… Alors, est-ce que c'était plus rentable de chercher dans la nature ce qui correspond à un besoin industriel ou de développer une innovation inspirée de la nature pour essayer ensuite de la vendre? Je dirais que quand on a une vraie problématique, en général, ce sont enfin, tout dépend. On a des grandes problématiques qui sont très générales. Et là, on va effectivement chercher dans la nature. Et de base, ça s'adressera à des assez grands marchés. Hein. Bien sûr, c'est là où ce sera le plus rentable pour nous. Et parfois, c'est au contraire une solution qui existe. Je reprends la patte du GECO. Là, pour les smartphones, on a la chance d'être une grande société voilà, mondiale, hein, on est implanté dans une 60aine de pays. Donc, au final, des smartphones, il y en a très peu produits, même aucun en Europe. Hein, ça sera en Asie. Mais ça reste une niche quelque part. Et donc, là, la solution, on a cherché à quoi on pouvait l'appliquer. Bon, le smartphone, mais soit on fonctionne sur des marchés de niche, soit on arrive à trouver quelque chose qui soit très, très général. Et là aussi, comme le disait Adrien, bon, j'ai montré des exemples purement voilà, matériels, physiques, c'est ce qu'il y a de plus simple effectivement pour passer le message. Mais pour répondre à Fabienne, on travaille aussi sur l'intelligence artificielle et je dirais surtout l'organisation des machines entre elles. Voilà. Quand vous faites de l'automatisation industrielle, vous avez un automate maître et en dessous des automates esclaves qui reçoivent des ordres.
quand le maître tombe en panne, eh bien, voilà, tout s'arrête. Or, dans des bancs de poissons, des vols des tourneaux, où c'est les nuages d'oiseaux, c'est parfois un oiseau qui est maître et les autres suivent. Et brutalement, ça change. Tous les poissons, tous les oiseaux changent d'orientation. Et c'est un oiseau, je dirais, un peu quelconque qui va devenir le pilote du nuage. Et donc, on essaye de comprendre comment peut se faire justement le transfert du leadership, si je puis dire, entre un automate et un autre. Parce que voilà, si le maître tombe en panne, il faut qu'un esclave puisse prendre le relais. Donc là, on travaille dans l'immatériel, en effet. Mais c'est un petit peu plus dur à expliquer. Et pour l'instant, on n'a pas de solution à proposer non plus. Très bien, merci Raphaël. Est-ce qu'il y a d'autres compléments pour apporter peut-être des réponses ou nous allons clore ce webinaire. Si jamais des personnes qui consultent en enregistrement cette vidéo souhaitent bien entendu poser des questions à Adrien, Christelle et Raphaël, n'hésitez pas donc à les transmettre par mon contact ou par les contacts qui sont des intervenants. Donc, n'hésitez pas puisqu'ils seront, j'imagine, également à votre disposition pour y répondre. Voilà, merci beaucoup à vous trois pour votre participation. Merci aux personnes qui sont restées jusqu'au bout malgré le petit délai dépassé, mais c'est toujours intéressant de creuser. Donc voilà, merci à vous trois. J'ai eu grand plaisir à préparer avec vous ce webinaire. Et puis, si nous avons des questions, bien entendu,